Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM vous emmène à la découverte du nouveau géant de la téléphonie chinoise, Xiaomi. La start-up a en quelques années seulement conquis la première place du marché chinois en s'inspirant fortement des recettes d'Apple, du design de l'iPhone en passant par l'interface d'iOS jusqu'au Keynote. Alors, Xiaomi, simple imitateur au futur géant mondial de la tech. Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On refait le Mac alias ORLM. Soyez les bienvenus dans le studio Dailymotion, vous en avez l'habitude maintenant, qui nous accueille chaque semaine et qui nous diffuse dès le vendredi soir. Soyez attentifs. Abonnez-vous à notre chaîne sur Dailymotion, vous serez prévenus en temps réel de la mise à disposition d'une nouvelle émission. Avec moi cette semaine pour débattre autour de la nouvelle marque qui monte en Chine, Xiaomi. Paul Rony, l'anthropologue du Mac et le Benjamin de cette émission. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien? Oh bah écoute, tout va bien. Bien, on va se tourner vers la fenêtre Hangout du côté de Cédric Ingrand de la chaîne Info, un historique d'On refait le Mac. Bonjour Cédric. Salut Olivier, c'est très bizarre de me voir dans ton dos et avec un léger décalage sonore, j'ai l'impression d'un miroir cassé. C'est assez particulier. Bien. Non, ça va très très bien, je suis ravi qu'on aborde enfin ce sujet parce que voilà, les gens qui ne connaissent pas Xiaomi vont en entendre parler, pas forcément pour la première fois aujourd'hui, mais ce ne sera pas la dernière. On va essayer de faire un bref tour d'horizon de la marque et de son historique et surtout de ce que valent ces téléphones qui ressemblent fortement à quelque chose. Autre habitué d'On refait le Mac, la touche charme de cette émission, il s'agit bien sûr de Fanny Bouton, de fannysparty.com, de l'actu techno et du magazine H+. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Alors Fanny, vous en avez l'habitude, c'est notre vigie Twitter, c'est elle qui récolte vos questions sur Internet. On a beaucoup de questions, je crois, ce soir. Plein. Il va falloir jouer à la roulette russe pour en sélectionner 2 ou 3, je crois, parce que sinon, on fait une émission sur les questions. Très bien. En duplex, un peu plus loin de Lyon, notre partenaire de cette émission, Clubic, avec son rédacteur en chef, Julien Jay. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Olivier. Comment vas-tu? Ça va bien. J'ai l'air de Ça fait plaisir de te retrouver après notre émission mémorable de la semaine dernière. Oui, ça a beaucoup fait réagir les gens de Microsoft. On a même eu un tweet du directeur général de Microsoft de l'émission la semaine dernière. Tout à fait. Ça montre que voilà, l'émission s'ouvre ses œillères sur les autres univers que l'univers Apple et c'est pas plus mal. Un ami de longue date, Stéphane Zibi, consultant et en transformation digitale pour les startups, j'imagine, ou pour les grands groupes. Bonjour Stéphane. Oui, il n'a pas fini sa phrase. Bonjour Olivier. Je suis comme Cédric et tous nos petits camarades très heureux d'aborder ce sujet-là. Car figure-toi, quand je donne mes petits cours encore à Dauphine, c'est un exemple typique comment on peut créer un géant en moins de 4 ans. Ouais, ça aide un peu d'être en Chine. Tu as été les visiter il n'y a pas très longtemps, hein. C'est pour ça que tu es là ce soir. Je les connais bien, ouais. Je connais bien ce qu'ils ont fait. Et je ne dis pas que c'est un modèle, c'est en tout cas quelque chose à écouter, à suivre et on en parlera pendant cette émission-là. Voilà pourquoi je les aime bien. Et pour bien prendre conscience du phénomène de cette marque en Chine, on a demandé à 2 intervenants qui sont en duplex de Chine. Le premier, c'est Benjamin Joff de Axe, l'accélérateur de start-up Hardware. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Alors, ravi de participer à cette émission. Tu es où exactement en Chine, Benjamin? Alors, je suis à Shenzhen, qui est un petit peu l'usine du monde pour tout ce qui est des produits électroniques, notamment ce Xiaomi. Qui peut dire la nouvelle Silicon Valley. Le général de Xiaomi est plutôt à Pékin, mais toute la production est faite dans le sud de la Chine. La nouvelle Silicon Valley, c'est là que sont produits quasiment tous les téléphones, dont l'iPhone et la plupart des produits d'Apple d'ailleurs. Tu peux nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que Axe exactement, Benjamin? Oui, alors donc on est un accélérateur de start-up sur un modèle assez international. Donc on prend des participations dans des start-up, on les fait venir à Shenzhen du monde entier. La grande majorité viennent des États-Unis. Et on les aide à passer d'un prototype à un produit, à le lancer mondialement, notamment dans le cas des produits P2C, en utilisant du crowdfunding. On a fait aussi beaucoup de Kickstarter. Et jusqu'à présent, on a investi dans 80 startups. Bien, écoute, il ne faut pas hésiter à investir dans On refait le Mac. Hein. On est prêt à venir à Shenzhen pour cela. Autre personne en duplex de Shenzhen, un blogueur, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Grec, le geek. Il anime un blog qui s'appelle le JT Geek. Il s'agit de Grégory Marquez. Bonjour Grégory. Bonsoir à tous.
Allez, tu dis bonsoir parce qu'il est très tard. Hein. C'est très sympa à vous deux d'être en duplex avec nous ce soir parce qu'il est quelle heure là en Chine? Il est 18h à Paris. 20. On est pas mal. Ouais, il est minuit, 1h du matin, hein, c'est ça? Voilà, minuit 20. Bon, le blog du JT Geek, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est un peu tu présentes les dernières tendances, les derniers gadgets qu'on peut trouver à Shenzhen, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. On parle essentiellement des smartphones chinois, du high-tech chinois et également on fait des vidéos en fait sur tous les smartphones qui sortent. On est en deal avec les fabricants. On fait des petites vidéos, on présente un petit peu les appareils, ce qui permet aux gens de juger un peu lequel qui leur correspond le mieux en fonction de leurs besoins. Et puis voilà, on a testé dernièrement le dernier Xiaomi, le Mi 4C qui est sorti avant les vacances ici. Ok, il faut dire Xiaomi ou il faut dire Xiaomi? Alors dis-moi, parce que tu es plus... C'est Xiaomi plutôt. Hein. Xiaomi, bien. Avec Alors avant de rentrer dans le détail et présenter les différents produits de Xiaomi, on va parler d'abord du chiffre de la semaine avec Paul Rony, bien sûr. Bien Paul, quel est donc le chiffre de la semaine? Eh bien Olivier, cette semaine, le chiffre de la semaine, c'est un chiffre très simple, c'est 1. Oh, c'est facile. C'est très facile. Voilà, c'est fini, merci beaucoup. Non, vas-y, continue. Alors, pourquoi ce chiffre? Pourquoi ce chiffre, Paul Rony? Ce chiffre, en fait, c'est le placement de Xiaomi comme... Le placement. C'est le classement des constructeurs de smartphones en Chine, dont Xiaomi est premier. Ne faisons pas le placement produit, non, c'est le Mac, mais pas loin. Allons-y. Depuis désormais près de 2 trimestres, Xiaomi détient 18% du marché de la téléphonie en Chine. Je t'arrête parce que je sens déjà la critique volée de la part de Julien. Quelle est donc ta source? IDC Gartner. Voilà, et prends-toi ça. Pardon, vas-y, continue. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc, Xiaomi est à la première place avec 18%, suivi de Huawei à 16%, Apple à 12%, qui a donc perdu sa couronne, Vivo, qui est lui aussi un constructeur chinois assez récent, à 10%, et Samsung, qui lui est complètement dans les choux, à 9%, alors qu'il était premier il y a seulement quelques années. Oui, donc c'est Samsung qui a le plus souffert, on peut le dire. Hein. Apple a quand même trinqué un petit peu aussi, hein, puisque sur ces 5 constructeurs qui représentent quand même la masse, on a 3 constructeurs chinois. Voilà. Je vais me tourner vers... Vous remarquez quand même qu'il y a des grands noms chinois qui sont même pas là. Hein. Ah, Lenovo notamment. ZTE par exemple, ZTE, Lenovo sont même pas dans le classement. C'est extrêmement violent. Hein. Alors je vais me tourner tout de suite vers Benjamin et Grégory. Est-ce que vous êtes surpris par ce chiffre, par l'omniprésence de cette start-up chinoise qui n'existait pas il y a encore 5 ans? Alors, vas-y, tu peux commencer. Ouais. En fait, non, parce que, ici, tout est à l'échelle de la Chine. Il y a 1,5 milliard de Chinois, donc en fait, quand une marque... Et moi. Voilà, Xiaomi était déjà connu avant de faire leur smartphone grâce au ROM UI. Donc, c'est vrai que quand la marque est arrivée, en fait, grâce à son rapport prix, ça paraissait un petit peu normal à l'échelle de la Chine parce que les prix étaient quand même relativement accessibles. Et ça a permis à de nombreux Chinois, on le voit par exemple, s'il y en a qui sont à Shenzhen ou à Huangshan, ça a permis aux nombreux Chinois d'avoir l'accès à un smartphone qui était quand même relativement de bonne gamme, à très bon prix. Donc la croissance est quand même assez intéressante. Et quand on voit les ventes privées que Xiaomi a fait pour le lancement du smartphone, on parle de 100 ou 200 000 smartphones en 1 ou 2 minutes. Ouais, c'est-à-dire qu'ils lancent comme ça une opération sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas Twitter en Chine, mais l'équivalent du Twitter en Chine, dirons-nous. Et ça part à la vitesse de la lumière, quoi. Hein. C'est ça, uniquement sur Internet. Et on voit tout part en 1 ou 2 minutes, et après tout se retrouve sur les marchés parallèles ici. Vraiment, pour moi, le rapport prix y est pour beaucoup. Alors, le rapport prix pour toi, du côté de Benjamin, est-ce que tu vois aussi d'autres éléments qui pourraient expliquer ce phénomène? Peut-être le design, la qualité de fabrication, qui, on va le dire, qui est remarquable. Hein. Oui, non, absolument. C'est des produits de bonne qualité. Aujourd'hui, dans les usines en Chine, on peut faire aussi bien du junk que des iPhones. Donc, la qualité n'est pas vraiment un problème. Ce qui est intéressant, c'est l'intégration hardware-software qu'ils ont vraiment bien réussi. Contrairement à d'autres constructeurs qui updatent leur OS tous les ans ou tous les 6 mois, ils font des updates toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est un paramètre important. Ce qui a été dit sur le prix est aussi très vrai. Hein. Bon, faut se rappeler qu'en Chine, le salaire moyen, je crois qu'il est autour de $500 par mois, ou 300-400 euros. Quand on achète un iPhone, c'est 1 mois et demi de salaire, 2 mois de salaire. Donc un Xiaomi d'entrée de gamme, ça coûte 1 semaine, 2 semaines de salaire, c'est beaucoup plus abordable. Donc c'est vraiment une marque qui est adaptée au mass market,
à la classe émergente moyenne chinoise. Alors, si vous êtes d'accord, on va essayer de comprendre ce soir si justement ce phénomène, cet engouement qu'on a vu en Chine va pouvoir se propager dans le reste du monde et en clair, si Xiaomi va devenir le nouvel Apple. Et au-delà, on l'a vu et on va le voir ensemble, Xiaomi s'est beaucoup inspiré des recettes marketing d'Apple, à commencer par le design. Paul, on a 2 exemplaires ici en plateau. Qui montre bien que quand même il y a une source d'inspiration qui est assez identifiée si tu mets notamment ton iPhone 5 à côté du Mi 4, qui est l'un des modèles le plus vendu chez Xiaomi l'année dernière. Effectivement, on reconnaît, alors je vais le prendre en main, on reconnaît les chanfreins sur les côtés, qui sont très caractéristiques des iPhone 5 et 5S. On retrouve effectivement ces bords métalliques, et puis c'est effectivement le software qui ressemble beaucoup. Il y a les petites bandes pour les antennes qui effectivement ressemblent beaucoup à l'iPhone aussi, le flash. La grosse caméra, parce que je ne sais plus quelle caméra il faut choisir. Donc vous préférez... Bon, j'ai plus de retour oreillette, donc elle marche plus. Voilà. Donc on retrouve même les haut-parleurs et le micro en bas qui ressemblent énormément. Tous ressemblent beaucoup. Après, voilà, Xiaomi maintenant fait un petit peu des efforts pour se différencier d'Apple, mais là on assiste vraiment, c'est une inspiration très très forte. Ouais. Voilà. Et au minimum. Et on voit bien donc qu'Apple s'inspire beaucoup que Xiaomi s'inspire beaucoup d'Apple. Et tu l'as dit tout à l'heure, Grégory, il y a aussi l'argument prix. Je vous donne un petit peu. C'est en gros les caractéristiques d'un iPhone, le design d'un iPhone 5S, mais avec un écran beaucoup plus grand, 5 pouces, une puce quadricœur, un appareil photo de 13 millions de pixels, et le tout facturé moins de 350 €. On comprend que ça s'arrache du côté de la Chine et peut-être même ailleurs. On va en parler dans un instant. Il y a d'autres recettes marketing. On a vu vraiment en préparant cette émission, on s'est amusé à comparer, que Apple s'est beaucoup inspiré d'Apple. Regardez, il ne s'est pas arrêté au téléphone parce qu'il y a d'autres produits. Il veut devenir un géant de la tech. Xiaomi s'est inspiré également de l'Apple TV. Là, on voit, on ne sait pas trop quelle est l'original et quelle est la copie. Ils sont également inspirés des tablettes et de l'iPad, où là également, c'est un copier-coller sans la pomme. Du Magic Trackpad encore de chez Apple. Et ce qui est très curieux, c'est que d'une manière générale, Paul, les gens de ces Xiaomi semblent quelque part d'être absolument pas gênés par rapport à cette copie. Pour eux, c'est un hommage qu'ils rendent à Apple. C'est une forme d'hommage, et puis, mais on va le voir, Johnny Ive n'a pas du tout pris ça comme un hommage. C'est en gros, vous avez réussi, et même Steve Jobs le disait lui-même, les bons artistes copient, les grands artistes volent. C'est une phrase qu'il avait empruntée à Picasso, il me semble. Donc Xiaomi, finalement, ne fait qu'appliquer ce principe dans sa version la plus extrême, en volant, comme on va le voir plus tard, non seulement, comme tu l'as dit, des designs, mais aussi beaucoup de principes, tout un branding et un storytelling qui vient de chez Apple. Oui, en gros, pour citer le patron de Xiaomi, adopter les lignes de l'iPhone est une reconnaissance du travail d'Apple, en clair, voilà, c'est dit. Ce qui n'a pas forcément fait plaisir à Johnny Ive. Regardez ce qu'il a déclaré plus récemment lors d'une conférence. Je ne perçois absolument pas cela comme une forme d'hommage, je le vois plutôt comme du vol, de la paresse. On peut comprendre que ça énerve sur ce terrain-là. On va en parler ensemble. Mais regardez, qui est venu plus récemment semer un petit peu la zizanie au sein des historiques d'Apple et faire une petite visite à Xiaomi, le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, qui a rendu visite en Chine à Xiaomi, comme un pied de nez donc à la copie. Pour lui, il est plutôt fier de ce nouveau smartphone. Et pour lui, c'est absolument pas de la copie. C'est assez étonnant d'ailleurs, ce positionnement, cette posture de Steve Wozniak. Bref, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? On peut peut-être commencer brièvement par Stéphane Zibi. Le design, la copie. Non, et pour le design, moi, je sais pas. Johnny Ive a dit ce qu'il a voulu dire. Ça, c'est un. Je sais pas si c'est quelqu'un de blessé ou pas qui dit ça. Ça m'étonnerait, mais le design, pour moi, ce qui est important, c'est que le design, bon, ils ont voulu copier l'iPhone très bien, mais le plus important, c'est d'avoir réussi à faire la meilleure intégration d'Android. Alors Android, on va en parler dans un instant, si tu le veux bien. Je sais bien. Mais on sait au-delà, Stéphane, ou peut-être Cédric, tu peux me reprendre au bon. On sait qu'en Chine, on n'a pas la même culture en matière de copie. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel dans ce pays-là. Je peux juste dire un truc, juste pour compléter ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on allait au Mobile World Congress et qu'on allait sur le stand de ZTE, on avait une copie d'iPhone, une copie de Nokia, de BlackBerry, de Sony, et on avait
et c'était globalement mal fait. Là, c'est très bien fait. Oui, c'est pas du low cost. Je voudrais dire un petit truc, une petite anecdote, je crois que j'avais cité il y a quelques années. Oui, Fanny. C'était ma helper, quand je vivais à Hong Kong, j'avais une femme de ménage donc, qui était là. Et une fois, elle voulait m'offrir un faux sac Gucci pour mon départ. Et j'ai dit qu'on ne pouvait pas en France avoir ce genre de sac, que c'était très gentil à elle de m'offrir ça, mais je ne pouvais pas rentrer avec une copie en France. Et elle m'a regardée et elle m'a demandé, mais pourquoi? Je dis parce que c'est une copie, c'est la contrefaçon, c'est pas bien. Et elle me dit pourquoi? On n'a pas les moyens de se payer le vrai, c'est normal qu'on puisse avoir quelque chose qui ressemble. Et pour eux, voilà, on est plus dans cette mentalité-là et c'est pas un choc de reprendre et d'avoir un prix accessible, quelque chose qui est complètement inaccessible financièrement pour eux. Donc oui, en effet, c'est pas la même façon de fonctionner et les droits d'auteur, en tout cas, et de création artistique sont pas aussi importants en tout cas dans le grand public que chez nous. Benjamin, peut-être de ton côté, ta réaction par rapport à ce que disait Fanny à l'instant? Oui, alors il y a plusieurs aspects au problème. Bien sûr, il y a la sensibilité qu'on a par rapport à l'innovation, à la propriété intellectuelle, qui est à la fois normale parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait, ne serait-ce que pour arriver à un design qui tient la route. Mais il y a aussi donc les contraintes économiques, le fait que évidemment quand on est dans un pays riche on a accès à des tas de trucs et que dans des pays moins riches c'est pas le cas. Je pense que ce qui est le plus inquiétant pour des sociétés étrangères et qui finalement bénéficient le consommateur indirectement, si on a des produits moins chers et de bonne qualité, pour le consommateur c'est mieux. Mais pour des sociétés, se dire qu'on peut maintenant avoir des copies à moitié prix de quasiment n'importe quoi dans l'électronique grand public, je pense qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Il y a pas que Xiaomi ne fait pas que des smartphones. Il investit dans une quinzaine de sociétés qui font des GoPro, des Dropcam, des tas de trucs qui valent tous en gros la moitié du prix pour aussi bien et parfois mieux. Donc, ce qui inquiète, c'est de se dire que les avantages de produits qui étaient censés être complexes sont aujourd'hui très, très, très difficiles à maintenir dans le temps. Donc, ça inquiète les sociétés. Je pense que pour un consommateur, c'est un avantage. On arrive à se faire un peu laver le cerveau par les grosses boîtes qui nous disent c'est pas bien d'avoir des copies. Oui, c'est vrai, mais avoir un produit à 2 fois moins cher aussi bien, c'est bien. Ouais. Benjamin, il faut dire aussi, Benjamin, c'est important de le souligner, tu l'as dit en préambule, ce n'est pas des produits low cost, c'est des produits qui sont construits sur les mêmes chaînes d'assemblage que l'iPhone aujourd'hui, à savoir chez Foxconn. Oui, alors bon, c'est quand même assez cloisonné chez Foxconn. Ils ne prendraient pas le risque d'avoir de la propriété intellectuelle qui se promène d'une ligne à l'autre, sinon ils perdraient tout leur business. Par ailleurs, je ne suis pas certain que Xiaomi fasse tout chez Foxconn. Je pense qu'ils ont certains produits. Foxconn, c'est le plus gros que tout le monde connaît, mais il y en a des plus petits qui, au lieu d'1 million d'employés, en ont 500 000. Ouais. Et ça arrive à faire des produits quand même. Grégory Donc, ouais, en fait, parce qu'en fait, je me suis renseigné entre temps. Ouais. Seul le Xiaomi Mi 2 en fait était fabriqué chez Foxconn. L'un des premiers, des premiers smartphones. Le Xiaomi Mi 1, le Xiaomi Mi 2 était chez Foxconn, et en fait maintenant les Xiaomi sont assemblés par Inventec Appliance Corporation, qui est un autre groupe assez important en Chine. Mais c'est vrai que Foxconn n'a pas produit en fait énormément de modèles parce que Foxconn c'est cher, c'est un label de qualité, mais c'est vrai que le Mi 2 a été certainement un des meilleurs de leur gamme pour ceux qui l'auront connu, et on voit peut-être un peu la patte Foxconn, et c'est vrai que les nouveaux modèles eux sont peut-être un peu moins bien, un peu plus low cost. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup d'inspiration du côté de Xiaomi envers Apple pour le design matériel, mais également, si vous regardez, également sur le système d'exploitation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots MIU, donc le système d'exploitation, c'est dur à dire, vous êtes dur avec moi, de Xiaomi, comment ça fonctionne concrètement? C'est un Android sur lequel on a mis une surcouche graphique et, je dirais, la parenté avec Grégory, avec iOS est assez frappante quand même en termes d'interface. Pour ceux qui connaîtront, en fait, à la base, Xiaomi, c'était MIUI. MIUI, en fait, il faisait des ROM. Alors, il faisait des ROM qu'on pouvait installer sur les Samsung, sur les HTC, comme ça. Alors, moi, il y a un terme que j'emploie toujours, c'est le terme de surcouche. Alors, ce qui fait un peu grincer les dents des fanboys de chez MIUI, c'est en fait du Android relooké à leur sauce avec, pour les Chinois, des applications qui sont dédiées à la Chine, parce que en Chine, il n'y a pas de Play Store. Donc, en fait, là, ils ont un équivalent avec MIUI.
En Chine, il n'y a pas YouTube, donc on met un équivalent. Et c'est vrai que c'est du Android, mais avec un design qui est complètement différent et vraiment des applications qui sont dédiées à la Chine, à la base. Cédric, c'est du Android qu'on a quand même du mal à reconnaître, sauf à ce petit détail près qui ressemble très franchement à certaines parties d'iOS. Il y a une inspiration. Autant le design matériel, je suis pas intervenu parce que je trouve que l'inspiration, on peut en discuter longuement et on ne sera pas forcément d'accord. Autant sur l'inspiration logicielle, ça sent le iOS. On n'est pas perdu. Alors, je ne sais pas si on peut faire un plan sur les téléphones, Julien, qu'on a en plateau. Regardez, on a ouvert simplement le calendrier sur l'iPhone qui est à droite et sur le calendrier sur le Xiaomi qui est à gauche. Et on voit que l'inspiration est patente. Bon, après, elle est patente. Et si tu vas dans les réglages, c'est encore plus flagrant. On va le faire. On va le faire, mais on va essayer. Hein, mais il y a vraiment de quoi de. Enfin, quelqu'un qui n'a pas l'habitude pourrait croire que c'est un téléphone sous iOS. C'est un nouvel iPhone. L'interface est aplatie, les effets de transparence, les codes couleurs, les animations sont à peu près identiques, jusqu'au dessin des icônes et la répartition des touches. Donc c'est assez étonnant ce qu'ils ont réussi à faire. C'est un énorme travail. C'est plutôt réussi. On s'étonne même que Google n'y ait pas pensé. Mais passons. Ça, c'est très populaire. C'est quand même un vecteur important, Stéphane, du succès de Xiaomi également. Là, ça démontre une fois de plus que les secrets, c'est dans les interfaces, pas le matériel. Et là, en gros, ils ont réussi quand même de faire la plus belle intégration d'Android. Et ceux qui étaient en avance, qui ont été cités tout à l'heure, que ce soit Huawei, ZTE, Lenovo, et bien sûr Samsung, et les autres marques sud-coréennes, ont pris un retard énorme par rapport à eux, et c'est quand même un peu paradoxal parce qu'on pensait qu'ils avaient plus de moyens, et finalement avoir accès globalement à la croissance sur des développeurs et les demandes des clients, on y viendra sûrement tout à l'heure, parce que c'est un mode quand même assez unique aussi de collaboration avec les utilisateurs. La réussite et les chiffres sont incontestables. Après, Tiens, regarde Stéphane, en plateau, encore une fois, on a mis les réglages entre les deux machines et on voit la parenté. Tu le disais, Stéphane, il y a vraiment un engouement très fort autour de MIUI, de MIUI en Chine, pardon. Il y a énormément de développeurs et surtout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est contourner contourner l'App Store de Google et de faire son propre App Store qui fonctionne du tonnerre de Dieu. Hein. Bah oui. C'est ça, ils sont obligés. En fait, Huawei l'a fait, Xiaomi l'a fait. Toutes les marques ici ont leur propre App Store en fait dédié parce que il faut bien trouver une alternative au Play Store de Google. Ouais. Benjamin, tu voulais dire quelque chose qui on rappelle, n'est pas forcément accessible. Oui, non, qui n'est pas accessible du tout. Aucun service. C'est quelque chose qui est né de la nécessité. Hein. C'est pas un choix stratégique. C'est juste que, évidemment, un smartphone sans App Store, ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis pas entièrement d'accord avec Stéphane quand il dit que le software est le plus important. Je pense que ce qui a permis quand même à Xiaomi de sortir du lot, c'est le hardware. Et il le disait très bien. Jusque-là, les constructeurs chinois, ils avaient une démarche totalement opportuniste. C'est vrai, tu allais à Barcelone et sur les stands, tu voyais des choses qui ressemblaient très très fort, mais à toutes les marques de la concurrence de manière absolument indifférenciée, avec des surcouches qui n'étaient pas toujours très heureuses. Ça, je parle d'il y a 3 ans, 4 ans. Ouais, ça s'est évidemment beaucoup arrangé depuis. Ce que tu vois chez un Huawei ou chez un ZTE est d'une très très grande qualité. Mais eux sont allés très vite aussi, mais d'une manière extrêmement différente. Moi, j'ai jamais vu tant de Xiaomi à Barcelone. Ils en sont pas encore à ce moment-là de leur développement. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Ils ont des produits qui sont absolument ahurissants. Ouais, on va parler de la deuxième partie des ambitions de Xiaomi, notamment en Europe et dans le reste du monde. On a vu ensemble donc le design, les vecteurs essentiels le moteur du succès en Chine. On a dit le rapport qualité-prix, c'est pas des produits low cost, ils sont inspirés du design de l'interface de l'iPhone avec une certaine réussite. On va essayer de comprendre en fin d'émission si d'ailleurs c'est pas une menace pour Google parce qu'ils sont tellement indépendants de Google finalement. On peut se demander si on peut encore l'appeler Android, ce système d'exploitation là, mais n'allons pas trop vite. Un mot sur quand même ce qui est vraiment franchement différent et qui est aussi un moteur du succès de Xiaomi en Chine, c'est son modèle de distribution. Si Apple est le modèle en matière de hardware et de software pour la distribution, le modèle, Benjamin peut-être, c'est plutôt Amazon pour Xiaomi. Pas
Oui, au sens où ils vendent en ligne, mais pas uniquement vraiment en ligne. Il n'y a pas de magasin comme Amazon... chez Apple, hein, c'est ça en fait. Hein, oui, mais Amazon ne vend pas, ils vendent plutôt les produits des autres. Xiaomi vendent leurs propres produits, donc l'intérêt de ça, c'est d'éviter. Alors, essayez de retrouver Benjamin dans un instant. Tu voulais dire quelque chose, Paul? Donc effectivement, Amazon vend pas ses propres produits, c'est vraiment une boutique pour d'autres. Xiaomi vend ses téléphones, mais là en fait, où on retrouve le modèle d'Amazon, c'est cette idée qu'on court après les parts de marché, qu'on rachète tout ce qu'on peut, qu'on investit partout où on peut pour se développer vite, devenir grand très vite. On a un chiffre d'affaires qui donc grossit, mais on a des bénéfices qui eux ne grandissent pas et restent finalement très très maigres. Ouais. Xiaomi a un très bon chiffre d'affaires, je crois que c'est 32 milliards de dollars. L'entreprise est valorisée 45 milliards de dollars. C'est une grande entreprise qui fait de très beaux produits, on l'a dit, mais elle dégage un bénéfice sur ses produits qui est quasiment nul. Il y a presque zéro marge sur ces téléphones. Là, il y a une vraie différence de culture avec Apple, Benjamin. Hein, c'est pas forcément la marge à tout prix, c'est la part de marché à tout prix, des marges relativement faibles, et on achète la part de marché en clair. Oui, alors là, je pense que je vais juste revenir sur la comparaison avec Amazon. Parce que Amazon, c'est une plateforme qui vend les produits des autres. Xiaomi vend ses propres produits. Ça veut donc dire que le chiffre d'affaires va directement c'est des vrais revenus, quoi. C'est pas juste un passe-plat. Oui, bien sûr, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça vend direct. L'intérêt du modèle de Xiaomi, c'est que finalement, avec un produit qui pourrait coûter quasiment la même chose à construire qu'un iPhone ou qu'un Samsung, en évitant de passer par un ou deux intermédiaires de distribution, ils économisent 20 à 30% de marge. Ils font pas de pub parce qu'ils maintiennent leur communauté en ligne, ils maintiennent le buzz. Donc ça leur économise encore 10-15 points. Et en plus, ils essaient pas de marger comme Apple à 30% ou 40% ou plus. Ça veut donc dire que structurellement, en faisant le même produit, ils peuvent le vendre 2 fois moins cher. L'intérêt aussi de vendre à moins cher et à gagner comme ça un nombre d'utilisateurs important, c'est que leur business, ils le répètent souvent, c'est que c'est d'être une plateforme, c'est pas juste de vendre des téléphones. C'est pour ça que c'est important qu'ils aient leur store. Aujourd'hui, ils touchent à peu près 130 millions de Chinois. Ça fait 10% de la population. Notamment, ça fait à peu près un quart des jeunes entre 20 et 30 ans. Donc, c'est quasiment comme... c'est un média, quasiment. C'est un média et un canal de distribution. Et grâce à ça, et grâce au buzz qu'ils ont autour de leur communauté, de leurs utilisateurs, ils démarrent en leur vendant un téléphone, mais après, ils leur vendent une batterie, ils leur vendent une caméra, ils leur vendent... un écosystème. Des headphones et des tas de trucs, et je pense que les prochains produits qui vont arriver, ça risque d'être des produits blancs. Ils ont déjà commencé à faire des purificateurs d'air, ils vont faire derrière peut-être d'autres trucs. Voir une voiture, on va voir sur Apple. Et peut-être une voiture. Ouais. Alors on va essayer de défricher ensemble dans la deuxième partie de cette émission les ambitions et jusqu'où pourra aller Xiaomi, notamment en dehors du territoire chinois. Mais tout de suite, on passe au busomètre. Allez Paul, quel est donc le classement des rumeurs autour d'Apple cette semaine ? Eh bien, on a assisté cette semaine à la sortie des nouveaux iMac Retina, c'était prévu. Que tu annonces depuis des mois dans cette émission. Ben oui, parce que c'était là que j'avais envie. Hommage à Paul Ronny ce soir, applaudissements messieurs, dames, bravo. Tu as des infos, tu as des gens à Shenzhen, comment tu fais? Est-ce que tu as commandé? Non, j'ai pas encore commandé, mais je vais en parler à mon patron après l'émission. Tu peux pas te taire, Julien, s'il te plaît. Voilà, donc en premier... Les mois sont difficiles en ce moment. En premier, cette semaine, on en a beaucoup parlé et on n'a toujours pas vraiment le fin mot de l'histoire, quoique visiblement la conclusion se dégage. On a vu que Apple avait fait appel à TSMC et à Samsung pour l'A9 qui se trouve au cœur de l'iPhone 6S, probablement pour répartir la capacité de production. Et celle de TSMC est gravée en 16 nanomètres alors que celle de Samsung est gravée en 14 nanomètres. Tout le monde va dire on s'en fout. Il y a deux versions différentes du même processeur. Eh oui, Cédric. C'est ça. Donc tout le monde va dire on s'en fout, mais le problème c'est que certains se sont aperçus qu'il y aurait des différences dans le comportement du téléphone, chauffe, autonomie. Visiblement, Apple a réagi en disant qu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3% d'écart. Et des tests sont encore en cours. Visiblement, Apple aurait raison. Oui, en deux mots, c'est... visiblement... Alors, excusez-moi. Alors, brièvement, messieurs. Excusez-moi d'interrompre. Je vais interrompre la Pravda. Vas-y, Cédric.
parce que là, quand même, c'est trop. Les premiers tests disaient 2 heures d'écart. 2 heures d'écart sur bench. D'autonomie, ça paraissait beaucoup. Nos confrères de 01net, là, juste de l'autre côté de la scène, ont fait des tests plus ouverts avec une méthodologie qu'ils ont publiée, etc. Arrivent à quand même une bonne heure d'écart d'autonomie. C'est pas 2 à 3%. Il y a des sites américains qui ont trouvé 5%. Je préfère les tests d'Ars Technica à ceux de 01net, si je peux me permettre. Ars Technica a trouvé 5%. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est vraiment, en fait, c'est pas un processeur, c'est vraiment 2 processeurs. C'est processeurs vraiment différents. Avec 2 fréquences de. Jusque dans leur conception, etc. Ouais. Pour finir sur Ars Technica, l'écart, en fait, est plus important que ce qu'annonce Apple, parce qu'Apple annonce 3 minutes d'écart par rapport à la puce Samsung et la puce de chez TSMC, donc l'écart est faible. En réalité, l'écart serait plutôt autour du quart d'heure que de 3 minutes. Mais de là à annoncer 1 heure, c'était franchement exagéré. Deuxième rumeur, l'iPad Pro serait en commande fin octobre avec des tarifs qui font très très mal, puisqu'en France, le premier modèle serait à 919 € minimum pour une tablette de 32 Go. En Wi-Fi, ça fait trop cher. C'est une bonne nouvelle pour Microsoft, Cédric. C'est une bonne nouvelle pour François. Microsoft, tu sais, les chips qui sont sortis aujourd'hui, ça y est, il n'y a plus de le Surface Book, là, il n'y en a plus. Tu peux plus en commander, tu peux plus en précommander, ils ont tout vendu. Et le modèle le plus cher est celui qui s'est vendu le plus vite. Alors évidemment, c'est un peu comme quand Apple fait de la précommande, on ne sait pas combien il y en a. Souvenez-vous l'Apple Watch. Mais quand même pour un convertible qui valait 2700 $, c'était assez impressionnant que ce soit ceux qui partent en premier. Allez, on est vraiment en retard, on enchaîne. Alors, je l'ai un petit peu inclus dans la deuxième rumeur, les prix seraient en hausse pour l'Apple TV 4 et l'iPad Pro. On se retrouverait avec une Apple TV qui pourrait dépasser les 200 € dans sa version de 64 Go. Pareil, il faut qu'Apple arrête avec ce genre de prix parce que déjà qu'elle a visiblement pas vraiment séduit. Pareil pour l'iPad Pro, c'est quand même des produits de niche qu'on n'attend pas forcément au tournant, qui rencontreront peut-être pas un grand succès. Apple devrait peut-être baisser ses prix et surtout on en a marre en Europe de payer une réelle taxe sur les produits Apple, mais on a vu qu'il y a des pays où c'est pire, comme le Brésil. On en parlera peut-être un jour. Oui, parce qu'en plus, ils sont obligés de produire, ils produisent localement là-bas. Bref. Toujours l'Apple TV, qui est un petit peu la mal-aimée de ce soir, il y aurait des retards de production sur cette Apple TV. Elle ne serait pas prête pour la fin octobre et elle aurait peut-être du mal à être sous les sapins de Noël. On ne sait pas combien d'exemplaires seront prêts pour les fêtes de fin d'année. Et enfin, dernière rumeur, Paul ? Et enfin, dernière rumeur. Les MacBook Pro, nos autres chouchous, attendent Skylake. Les derniers processeurs d'Intel ne seraient pas tout à fait prêts, puisqu'Apple aurait vraiment bossé sur un nouveau design pour ses ordinateurs portables. Il serait temps, avec USB-C, Thunderbolt 3. On verra ce que l'avenir nous réserve. Il serait prêt pour mars prochain, pas avant. Bien. Merci Paul. On va passer tout de suite aux questions Twitter avec Fanny. Je crois qu'il y a énormément de questions ce soir. Mais j'ai fait un petit tri. Déjà, vous avez répondu à certaines. Alors Fanny, tu as beaucoup de questions ce soir. Oui, on en a eu beaucoup. C'est marrant. Je ne pensais pas que ça réagirait autant et ça n'a pas arrêté. Vous avez déjà répondu à certaines, donc on va les zapper. Oui, surtout qu'on est en retard. Alors, d'une question, je vais en mettre 2 dans une. Est-ce que Xiaomi peut se développer en France et est-ce qu'on peut un jour penser voir des boutiques physiques ? Benjamin ou Grégory ? Moi, personnellement, je dirais non. Pour la France, tu veux dire ? L'avantage de Xiaomi en Chine, c'est qu'en Chine, on peut gagner peu. On peut faire peu de marge, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il y a la garantie, il y a les magasins, il y a les charges. Et aujourd'hui, je ne pense pas que Xiaomi puisse tenir les mêmes prix et être aussi compétitif en Europe qu'elle est actuellement en Chine. Tu ne penses pas que le marché chinois leur permettrait presque de subventionner d'autres marchés, comme c'était le cas il y a quelques années, où le marché japonais permettait aux constructeurs japonais d'être un peu plus offensifs pour le reste du monde, ou même en Corée? Il faudrait un peu que le gouvernement subventionne un peu, comme il le fait avec Huawei. Mais il faudrait vachement augmenter leurs tarifs. Et du coup, quand on voit le prix des appareils, on arriverait quasiment à des prix qui sont similaires, comme on peut voir avec du Samsung, du LG. Ouais. Et je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à... On a vu le cas d'autres marques qui sont implantées en Europe et ça reste des marques chinoises pour le grand public. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à faire le pas par rapport à des marques. Sachant, Grégory, qu'il y a la menace d'éventuelles poursuites pour plagiat, mais on en parlera plus tard dans l'émission. Brièvement, peut-être Benjamin sur ce sujet. Ouais, sur les boutiques et la possibilité de Xiaomi en France, moi je serais moins catégorique, mais je vois quand même qu'il y a des difficultés parce que Xiaomi marche en Chine et maintenant ils sont lancés en Inde, ça marche pas trop mal parce qu'ils arrivent à faire un gros buzz
qui leur permet de vendre en ligne directement. S'ils passent par des réseaux de distribution, tout d'un coup, ils perdent en compétitivité, ils deviennent un peu comme des fournisseurs standards de téléphone. Par contre, ouvrir leur propre boutique, ça pourrait éventuellement marcher s'ils arrivent à avoir beaucoup de demandes. Le principe d'une boutique, c'est combien on vend au mètre carré. Au-delà, Paul, on peut se poser légitimement la question si Xiaomi a vraiment besoin de la France quand on voit les chiffres qu'ils font uniquement de vente, rien qu'avec le marché chinois. C'est un leader, un des grands du monde, rien qu'avec le marché en Asie, quoi. C'est ça, et aucun besoin de s'attaquer à l'Europe, encore moins aux États-Unis où effectivement on va leur tomber dessus à bras raccourcis. Donc ils vont plutôt se concentrer sur, comme l'a dit Benjamin, des marchés émergents, la Russie, le Brésil, la Turquie, l'Inde où ils commencent à s'implanter. En Inde, ils ont fait une vente flash. En 6 secondes, il n'y avait plus de mobiles, donc ce qui prouve que leurs produits intéressent, et à raison d'ailleurs, puisque c'est des très bons produits. Xiaomi n'a aucune raison d'aller se suicider, entre guillemets, en Occident pour le moment. Ils sont déjà à 5% de part de marché mondial. Pour le moment, c'est énorme, c'est 3 fois leur part de marché d'il y a à peine 2 ans. Donc, on ne risque pas de les voir tout de suite, sauf leurs accessoires, effectivement. On va revenir sur cette problématique de l'internationalisation de Xiaomi, mais brièvement, un bref historique sur la firme et sur le personnage clé de cette entreprise, le Steve Jobs chinois, le Jeff Bezos chinois. Regardez, il a eu de Forbes GAC l'homme, le businessman de l'année en Asie, alias Lei Jun. Est-ce qu'on peut résumer brièvement, Benjamin, son parcours? Il vient d'où? On l'a présenté comme l'un des patrons du Microsoft chinois. Il a fait fortune comme ça avec Kingsoft, c'est bien ça? Oui, à la base, il était ingénieur plutôt, et puis il est monté dans une boîte software. Ça a bien marché, ils se sont mis en bourse, il est devenu le patron. Ensuite, il a commencé à faire de l'angel investment. Moi, je l'avais rencontré à ce moment-là quand il était encore à faire de l'angel. Ouais. Et en fait, comme ses copains, c'est que des gars très expérimentés, ça a plutôt bien marché, ces investissements. Puis il a eu cette idée, je ne sais pas exactement comment est venue l'idée, mais clairement, dès le début, c'était d'être une plateforme. Sur mon micro. Et puis, regarde, si tu m'entends, il s'inspire aussi pour la présentation d'un autre patron bien connu du monde Mac, jusqu'au One More Thing, comme vous pouvez le voir, lors des keynotes. Les keynotes, allez les voir en vidéo, elles sont sur YouTube. C'est vraiment une ambiance de folie et il s'est présenté à l'américaine, bien que ce soit en chinois. Concrètement, comment tu expliques qu'en si rapidement, une entreprise comme ça ait pu exploser, comment entre guillemets un simple ingénieur a pu devenir un multimilliardaire? Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une volonté politique en Chine, disons le mot, pour aider et voir émerger des grands acteurs, des grands géants, des grands colosses de la tech, et qui ne soient pas simplement la Chine, ne soit pas seulement l'usine du monde? Oui, par contre, se dire que le gouvernement a choisi que ce serait Xiaomi, je ne pense pas. Non, en tout cas, elle a créé les conditions. Le gouvernement soutenait plutôt des gens comme des Huawei, des ZTE, qui étaient plus tradis, des TCL, des boîtes comme ça. Xiaomi, c'est vraiment une start-up, mais qui a démarré, elle n'a pas démarré avec 3 bouts de ficelle. Il était déjà multimillionnaire, il avait des tas de copains très très bien placés pour investir dans sa boîte. Je ne sais pas exactement quel était son premier tour de financement, mais il a démarré avec des dizaines de millions, si ce n'est des centaines. Donc, ce n'est pas une start-up complètement comme les autres. Les fondateurs, c'est des vétérans. Il y a des anciens de Microsoft, de Google. Ils sont nombreux, ils sont très compétents. Et puis, Xiaomi a été créé avec l'ancien patron de Google en Chine, l'un des qui a été celui qui a lancé les premiers Android en Chine. Et c'est vrai que là, ils ont pris conscience, c'est pas encore Hugo Barra, mais on va en parler dans un instant d'Hugo Barra. Ils ont pris conscience ensemble du potentiel que présenterait en Chine un constructeur chinois, 100% chinois, de vendre des téléphones adaptés en termes de coût à la population chinoise, Grégory. Oui, je regarde l'émission comme si je regardais en live. Tu participes. Il y a beaucoup d'intervenants ce soir, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais c'est vrai que Xiaomi, c'est vrai que c'est plus que des smartphones, c'est pas mal de choses. Et la politique, vraiment le fait de gagner peu mais de vendre beaucoup, ça c'est vraiment typique à la Chine. Et il n'y a qu'ici qu'on peut le faire. Et depuis le M1, le M2 et le M3, ils ont vraiment su comprendre que voilà, le téléphone valait tant, on va gagner peu, mais on va en vendre 1 million. Et comme on l'avait vu par exemple pour le Xiaomi Mi 2, il a dit on va gagner que $10, et ils ont vendu des millions de pièces, et des millions de pièces à $10.
Ça suffit aujourd'hui à faire tourner une boîte en Chine où c'est peut-être un peu plus simple. Ouais, on voit vraiment que c'est un modèle différent d'Apple finalement. Il n'y a pas que l'emballage et l'aspect derrière, il y a un modèle économique qui est bien différent et qui est vraiment bien adapté au modèle asiatique. Au-delà, on l'a dit, il y a vraiment une vraie ambition internationale et vraiment où Xiaomi, Cédric a tapé fort l'année dernière, a créé l'événement, c'est lorsqu'ils ont annoncé l'embauche d'un élément important de Google, alias Hugo Barra, l'ancien vice-président, qui est le papa de notamment des tablettes et des téléphones Nexus chez Google. Cédric. Hugo Barra, c'était la voix en gros la voix d'Android chez Google. C'était lui qui faisait les keynotes. C'était quelqu'un d'extrêmement visible. C'était lui qui faisait les keynotes à Google I.O., etc. Donc juste, moi, j'essaie toujours d'imaginer le contrat d'Hugo Barra parce que aller chercher quelqu'un qui a ce type de job chez Google, donc en gros, il est dans le cockpit, quoi. Ouais. Et lui il n'a pas besoin de problème de fin de mois. Tu vas déménager ta famille à Pékin. Je pense qu'il doit y avoir un package d'incentive assez puissant. Mais en même temps, le défi. Alors, moi, j'ai de l'info là-dessus. Vas-y, Benjamin. On est preneur. Oui, alors, il n'a pas déménagé avec sa famille. En fait, il est célibataire. Même, il y a des rumeurs sur ce qui s'est passé à Google, pourquoi il est célibataire. Ah oui. Vous irez voir sur Google, ils expliquent ça très bien. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est vice-président de la branche Android chez Google, on est N-2, 3, 4. Quand on devient boss de l'international chez Xiaomi, on est N-2 dans une boîte qui est en train de grandir à toute vitesse par rapport à une boîte qui est déjà assez mature, comme Google, dans lequel on a peut-être en plus certaines inimitiés. Ouais. Donc en clair, il est parti peut-être aussi parce qu'il ne se sentait pas aussi pousser des ailes qu'il aimerait. Mais au-delà, ça montre aussi une réelle ambition de la part de Xiaomi de s'internationaliser et peut-être d'être moins inspiré. On a tous connu ces périodes où de grands pays ont commencé à produire pour d'autres grandes marques. On a connu le Japon, on a connu la Corée. Là, c'est autour de la Chine. Et à un moment donné, elles volent ces marques de leurs propres ailes. Elles n'ont plus besoin simplement de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs avec des nouveaux concepts, des visions produits. Est-ce que, véritablement, avec Hugo Barra, ils sont armés pour ça, on est bien d'accord. Et ça ne s'arrête pas à Hugo Barra, à force de frappe. Alors, bon, sur le rôle d'Hugo Barra, il est quand même plutôt en charge du business international. Donc, c'est plutôt aider à l'expansion et à la stratégie, plutôt que vraiment définir les produits. Ouais. D'ailleurs, comme ça a été mentionné avant, la bataille, elle n'est pas aux États-Unis, la bataille, elle est dans tous les pays autres, le reste du monde, qui fait quand même 6 milliards de gens, quelque chose comme ça, le monde non occidental. Donc, c'est quand même. Ce qui est intéressant, c'est quand même un challenge quand même pour Hugo Barra, c'est qu'il ne parlait pas un mot de chinois et que Lei Jun, il parle quand même pas très bien anglais. Là, il essaie de s'y mettre un peu depuis qu'il essaie de vendre en Inde, mais ça reste assez faible. Donc, c'est quand même un assez gros challenge pour arriver à s'intégrer dans une équipe comme ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de boîtes qui ont essayé de s'étendre à l'international ratent parce qu'elles n'arrivent pas à internationaliser leur ADN. Et donc, faire venir quelqu'un de l'extérieur à un très haut niveau, ça montre un vrai désir de devenir une boîte mondiale. Stéphane, toi qui as eu la chance d'aller les visiter en Chine, quel est le discours que tu crois à cette volonté d'internationalisation? On parlait tout à l'heure de contraintes juridiques. Est-ce qu'il y a aussi une autre voie de produire des produits, je dirais, plus originaux, plus creuser son propre sillon? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que tu as découvert lorsque tu as visité leur quartier général il n'y a pas si longtemps en Chine? C'est quand même... bon, enfin, juste ce que je peux dire sur eux, sur ce qu'ils ont daigné ou osé me raconter. Ouais. C'est plutôt ça. Il y a aussi une copie comme Apple de dire. Je pense pas qu'ils racontent trop leur vie. C'était à l'époque du Mi3. En fait, je sais pas pour eux s'il y avait une vie en dehors de la Chine ou de l'Asie. D'accord. Et moi, j'ai toujours été un petit peu surpris. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été dites. La marge est importante en France. Pour eux, elle est moins importante. Elle est moins. Ce qui est important, c'est de faire hurler de joie le consommateur. C'est ce qu'avait dit le président de Xiaomi. C'était pas tout à fait ça, donc tu vois. Mais pour moi, pour l'internationalisation, pour parler de ce sujet-là en particulier, je sais que ça finira un jour par arriver. Il y aura bien un modèle qui va finir par arriver. Je sais pas s'il sera dédié pour le marché européen ou pas.
et ou ce sera un produit qui aura déjà été lancé en Asie. Je l'ignore, je sais juste qu'en gros, depuis quelque temps, ils attirent le regard et on va bien finir un jour en Europe à vouloir en avoir et la demande finira par être très importante et ils finiront par y arriver. C'est plutôt ça comme ça que je vois les choses. Après, le modèle qu'ils ont de faire en sorte qu'il y ait des mises à jour de l'OS chaque semaine, je suis sûr que ça marcherait du feu de Dieu en Europe. Aussi, bien sûr. Et je sais juste que le modèle qu'ils ont mis est universel parce qu'il met l'utilisateur au centre, qu'on soit chinois, français ou américain. Ouais. Encore une fois, on voit bien la force de Xiaomi, c'est maîtriser aussi bien le matériel logiciel, ça nous rappelle quelque chose, bien que le noyau ce soit un Android, mais ils ont fait un gros effort sur la surcouche graphique. Un petit mot avec Cédric, on dit quand est-ce que va arriver Xiaomi en Europe, mais ça y est, ils sont arrivés, Cédric. Alors plus ou moins, parce qu'ils sont assez mal distribués. Disons qu'il y a moyen à trouver leurs produits, surtout en ligne, parce que c'est quand même le plus simple. On parlait la semaine dernière d'AliExpress. Et maintenant, j'ai des messages sur Twitter de gens qui me maudissent en disant j'aurais souhaité que tu ne parles jamais de ce truc, j'en suis à 10 commandes. C'est l'Amazon chinois, l'AliExpress. Ah oui, c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. N'y allez pas, on vous dit, n'y allez pas. Voilà, on Xiaomi, essaie de vous aider, mais vous ne tapez pas Nike et Xiaomi, voilà. Xiaomi, non, Xiaomi. jamais. Ne tapez rien d'ailleurs. Vraiment, revenons au sujet, Cédric. N'essayez pas l'application iPad, elle est vraiment trop bien en fait. Revenons au sujet, Cédric. Après, ce sera vraiment beaucoup trop facile. Je crois qu'on a compris. Voilà, et moi c'est là que je suis allé chercher parce qu'évidemment, par une grande curiosité, ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Cédric ? Alors le selfie stick n'est pas livré avec, quoique ils en ont fait un qui est remarquable. Ça, c'est la Yicam, c'est l'équivalent local. Une GoPro blanche. GoPro version Xiaomi. Voilà. Une GoPro, elle existe en plusieurs couleurs. Il y a une version multicolore jaune et verte qui est pas terrible. Et c'est amusant parce que vous montriez les packaging tout à l'heure. Moi, quand j'ai reçu le packaging, de fait, ça ressemble à ça. C'est très mignon, un peu craft. L'unboxing est tout à fait agréable. Alors le seul problème, c'est quand tu te retrouves avec une version chinoise parce qu'il faut arriver à la repasser. Il faut arriver à la repasser en anglais. J'aimerais pouvoir vous montrer le routeur Wi-Fi que j'ai ici, mais le problème, c'est que si je le débranche, je me déconnecte. Mais il est remarquable et il m'a coûté 25 €. Voilà, oui, c'est le paradis du geek. Au-delà du côté chouette et pas cher, quand tu rentres dedans, quand tu rentres dans les interfaces, quand tu rentres dans les applis qui sont avec, tout est extrêmement respectable. L'interface de gestion du routeur, elle est géniale. Oui, encore une fois, logiciel matériel. Voilà. Et à côté de ça, et vous en parliez tout à l'heure, mais ils font plein de choses. Ils font une balance connectée pour 18 €. Ils font des télés. Ils font une télé, la télé d'Apple. Une super télé. Elle est géniale. Allez voir sur le site. Elle n'est pas vendue en France, mais allez voir, c'est étonnant. Et la keynote de la télé est géniale aussi. Et regarde, ça c'est le boîtier, c'est le packaging du téléphone. Là, ils sont plutôt inspirés du côté de Samsung qui utilise ce. Ils font toutes sortes de choses. Ils font même une multiprise géniale qui accepte tous les formats de prix internationaux, de l'USB, etc. Ce qui me fait dire une chose, c'est que le jour où il leur viendra l'idée d'ouvrir même juste un magasin par chez nous dans un pays occidental, ils auront de quoi alimenter le magasin uniquement avec des produits maison. Tu vois ce que tu as dit, excusez-moi, tu vois ce que tu as dit, Cédric, sur tout ce que c'est que des trucs bon, peut-être tu vas dire, toi tu as un niveau de geekerie qui est un peu plus. Oui, il n'est pas raisonnable. Voilà. D'accord. Mais tu as vu, il est sous perfusion en ce moment. On entend son enthousiasme. C'est que des choses qui sont utiles pour les gens. Voilà, c'est pas fait par des marketeurs, des mecs super intelligents. Et c'est ça qui est génial dans cette boîte-là. Et c'est pour ça que c'est un ovni, je trouve. Quel que soit le secteur industriel, quel que soit le pays, c'est vraiment un ovni et ça mérite de l'intérêt et de le surveiller. Et d'acheter au moins un produit. Allez, brièvement, un mot peut-être de Julien, qui n'a pas beaucoup parlé également, et pour conclure de Benjamin. Merci Olivier. Grégory, après. Sur Clubic, les Mi4 et Mi4i notamment. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se les procurer. Alors, tu as divers canaux, diverses boutiques en ligne qui les vendent. Tu sais pas toujours avec quelle ROM tu vas le recevoir, donc parfois tu es un petit peu obligé de reflasher avec la bonne ROM pour avoir, on va dire, le modèle qui parle français, sans application en chinois, etc. Ce qui est intéressant, c'est que des ROM MUI France, on va dire, avec accès au Play Store et avec les apps Google traditionnelles. Mais du coup, tu perds les mises à jour assez régulières, sauf à reflasher manuellement. Mais en tout cas, t'as pas la mise à jour over the air
régulières que tu pourrais avoir, j'imagine, sur les modèles que tu as en Chine, notamment. Voilà. Ouais. Grégory, brièvement, quels sont les domaines qui sont aujourd'hui attaqués en dehors de... On a parlé de l'Action Cam, on a parlé de balance connectée, plein de petits objets connectés également. Je crois qu'il y a aussi un bracelet. Quels sont les domaines qui sont maintenant très attaqués par Xiaomi en Asie, brièvement? En fait, Xiaomi a compris qu'en fait, en Chine, il y a beaucoup d'usines et qu'il suffisait de trouver des usines et de mettre sa marque dessus. Et on a vu arriver tout et n'importe quoi en fait en Xiaomi. Hein. Tu veux dire qu'ils ne les conçoivent pas forcément, c'est ça? Pardon? Ils ne les conçoivent pas forcément leurs produits ou ils mettent juste leur marque dessus? Non, bien sûr. Ah, non, voilà. On prend le cas des lampes USB. Une petite lampe qu'on met en USB, c'est un produit qu'on trouve ici en OEM sur lequel ils ont mis leur logo dessus. D'accord, donc c'est pas forcément la conception à chaque fois. Hein. Pas tout le temps. Mais en fait, pour eux, c'est de la marge. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Moi, j'ai la batterie, j'ai les écouteurs. Et en fait, c'est là-dessus où eux gagnent de l'argent. Donc, on voit arriver un peu de choses. On a vu arriver les batteries, les bracelets. Là, on parle pour le 18 d'une caméra, apparemment. Une vraie caméra. Alors, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on a une image un peu furtive, mais il pourrait arriver. Très bien. Mais on a vu la caméra sport, on a vu le capteur d'air, on a vu ils ont un purificateur d'eau aussi. Enfin, ils ont fait plein de trucs en peu de temps et on sent bien que Xiaomi fait vendre. Et le fait de mettre le logo sur un produit qui est lambda, et ben ça fait vendre à des millions d'exemplaires. Et c'est un peu ce qu'on regrette un peu dans le modèle, c'est de voir arriver allez sur la boutique de mi.com, vous allez voir, il y a des t-shirts, il y a des peluches, il y a des porte-clés, il y a des stylos, il y a... La marque fait vendre et la marque crée une communauté assez addictive, comme a très bien réussi à le faire Apple. Un mot avec Benjamin pour conclure cette émission et se poser enfin la question jusqu'où s'arrêtera Xiaomi. On a bien compris que ça marche du tonnerre de Dieu en Chine, mais qu'aujourd'hui la Chine est le principal relais de croissance de beaucoup de marques internationales, que ce soit Apple ou Samsung. Alors quelle est la menace? Qui est le plus menacé aujourd'hui? Est-ce que c'est plus Apple ou Samsung par Xiaomi aujourd'hui par son développement en Chine? Quand on voit les chiffres de vente du chiffre de la semaine de Paul tout à l'heure, on voit le gain d'un de Samsung et le retrait relatif d'Apple, mais qu'Apple aujourd'hui fait sa marge en Chine, on peut être légitimement inquiet. Benjamin. Oui, alors ils ne sont pas sur les mêmes segments en Chine en fait, Apple et Xiaomi. Ouais. Apple est en gros sur du premium et Xiaomi est sur du mass market. Le truc c'est que le mass market en Chine est énorme. Ce qui a été dit sur le fait qu'ils lancent d'autres produits, moi j'ai l'impression que c'est pas tellement pour la marge qu'ils font ça, ils créent une galaxie en fait, ils créent une audience, ils se fidélisent une audience. C'est pour ça qu'ils ne s'intéressent pas tant que ça aux marges, ils s'intéressent à la diffusion de leurs produits et la diffusion des produits des sociétés dans lesquelles ils investissent. Ils ont investi déjà dans une quinzaine de sociétés, ils prennent en général entre 20 et 30% de part dans ces startups. Et ils ont annoncé leur intention d'investir dans une centaine de sociétés, donc qui chacune ferait au moins un produit. Ils ont d'ailleurs investi dans une société de chez nous qui fait des lampes connectées. Ils sont distribués sur le Xiaomi Store, ils sont très contents. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, Xiaomi, j'ai l'impression qu'ils veulent équiper la classe moyenne chinoise avec toute l'électronique de la maison et de la vie quotidienne. En démarrant par les produits un peu plus high-tech. Et finalement, ce phénomène-là, chez nous, vu qu'on s'intéresse à l'investissement et aux startups, on appelle ça la Xiaomisation. Et quand on sélectionne les startups dans lesquelles on va investir, en général, on fait attention à choisir des startups qui ne vont pas être en concurrence avec Xiaomi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop faciles à copier. Qui ne vont pas être ubérisés. Qui sont pas tout de suite qui deviennent des commodities. Par exemple, Fitbit, ils ont fait IPO, ils vendent un Activity Tracker à $100. Xiaomi fait quasiment le même pour 15. Donc c'est heureusement que Xiaomi n'est pas aux États-Unis. Donc qu'est-ce qui arriverait à Fitbit? Si je te comprends bien, pour revenir à la question tout à l'heure, la menace elle est plutôt du côté de Samsung que d'Apple en clair. Oui, alors Apple essaie de s'étendre d'une certaine façon avec certaines gammes. Ça marche pas toujours très bien parce que comme ils sont positionnés premium, quand ils font un truc moins cher, les gens souvent c'est de la merde. Pas forcément super chaud. Voilà, ils sont là. Pourquoi j'achète ce truc-là qui est un peu des specs un peu pas terribles, alors que finalement pour un truc avec si tu me donnes du plastique, autant que j'achète un truc avec des meilleurs specs. Donc effectivement, ils sont beaucoup plus en concurrence avec Samsung et d'autres. Ce qu'il faut voir, c'est que Xiaomi sont pas tout seuls en Chine. Il y a aussi des ZTE, des Huawei et d'autres, des Lenovo, qui eux-mêmes commencent à faire des Android de bonne qualité.
et commencent à les attaquer aussi bien sur le marché chinois que sur les marchés internationaux dans lesquels ils ont traditionnellement plus de distribution. Parce que Huawei et ZTE, notamment, ils sont copains avec les opérateurs télécoms de plein de pays émergents, et même en France, hein, il y a du Huawei un peu partout. Et donc, ils ont déjà des copains, des canaux de distribution. Dans certains pays, en plus, ça se fait beaucoup au copinage. Donc, c'est une culture plus compliqué. particulière, hein, effectivement, pour attaquer ces pays-là. Un petit mot peut-être avec Grégory pour conclure. Qui te semble plus menacé aujourd'hui sur le marché chinois? On a vu encore une fois le chiffre de la semaine avec Paul. Hein, regardez, 18% par marché pour Xiaomi. Il y a un peu plus d'un an, c'était Samsung qui était le numéro 1 du marché. C'est Samsung qui est en première ligne aujourd'hui sur le marché Android. En clair, on a l'équivalent d'un téléphone Samsung Android avec en plus un look and feel Apple au niveau de l'interface pour 2 fois moins cher. Je crois que les Chinois ont choisi. Les Chinois ont choisi. Les Chinois aiment encore bien les produits de marque. Hein. Tout le monde n'achète pas du Xiaomi. Hein. Les Chinois aiment encore. Il y a le côté un peu free, mais de montrer qu'on a les moyens de s'acheter un iPhone. Ouais, mais là, on va acheter un Apple plutôt qu'un Samsung, là, non on va dans le métro, essentiellement c'est Samsung et Apple. Hein. Il n'y a pas tant de Xiaomi que ça. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de la Chine, je regarde les chiffres, c'est plutôt Xiaomi qui est en tête. Hein. Disons que dans les villes où il y a du métro. Ouais, dans les villes où il y a du métro. C'est-à-dire que, si je te comprends bien, Apple reste une marque premium et il réussit à attirer, je dirais, une classe qui a les moyens de se le payer parce que c'est une manière de reconnaissance, une reconnaissance sociale, je dirais, de réussite sociale quelque part. Exactement. Samsung également. Samsung, surtout pour les grands écrans. C'était la grosse force de Samsung en Chine. C'était les premiers à faire vraiment des gros écrans avec les Note 4. Et en Chine, ça a vraiment cartonné là où Apple était vraiment à la traîne pendant longtemps avec des écrans qui étaient beaucoup trop petits. Et c'est vraiment ce qui a marqué le fait que Samsung est très très présent en Asie. Même s'il revient maintenant avec le Note 2, ça reste quand même relativement sporadique. On le voit dans la masse, les gens ont quand même beaucoup plus de Samsung. C'est effectivement à partir du moment où Apple a fait du grand écran, ils ont un peu plus de mal. On sait que dans les pays asiatiques, les grands écrans, et Fanny le dit souvent dans cette émission, ont beaucoup de succès. À partir du moment où iPhone a adopté les grands écrans, ça a été tout de suite plus compliqué pour Samsung en Chine. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va tout de suite passer à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Cédric. 2 choses, un truc qui est disponible maintenant que vous pouvez commander chez nos amis de VH, je ne sais pas si j'en avais pas déjà parlé, ça s'appelle Over the Box. Over the Box, c'est en fait, ça c'est la boîte, à l'intérieur il y a ça en fait c'est un NUC d'Intel, c'est un petit PC. L'idée de VH, en tout cas de sa partie, il est très joli, c'est sa partie télécom. N'exagérons rien Cédric. Pardon ? N'exagérons rien, elle est très jolie. Moi, je le veux bien. Hein. Écoute, moi, je le trouve vraiment réussi. Ouais. Et surtout, en fait, c'est pas utilisé comme un PC, c'est utilisé comme un routeur assez innovant. Ouais. L'idée, c'est pour toutes les PME qui n'ont même pas accès à la fibre et qui se mettent à empiler les abonnements ADSL en disant on met un abonnement ADSL par bureau, ou alors on en met un pour le web, l'autre pour la voix sur IP. Enfin, c'est très compliqué. Tout à coup, avec ça, tu vas pouvoir brancher en cascade une box, 2 box, 3 box, 4 box pour te reconstituer une connexion comme la fibre, mais qui serait gérée en commun avec du cryptage, etc., etc. C'est remarquable, ça s'appelle Over the Box. Allez voir sur le site de VH. Ce sera vendu pas cher, en fait, ce sera vendu avec un petit abonnement pour tous les services et le reste. C'est évidemment très intéressant, surtout si vous avez des hébergements chez OVH. Voilà, on agrège ces abonnements ADSL, ces box internet, et ça fait qu'on cumule le débit. Hein. Donc on arrive avec 3 ou 4 box. 3 box ADSL à avoir le débit d'une. Et alors c'est totalement agnostique, ça marchera avec une box Orange, une box essayer, Bouygues, Cédric. Une box SFR, une box câble, etc. La suite. La vraie découverte, moi je suis abonné de Spotify depuis quasiment le premier jour. J'ai jamais eu de raison de m'en plaindre, j'ai jamais eu de vraie raison malheureusement de changer de service d'ailleurs. Et là ils viennent de sortir un truc extraordinaire. Ouais. Sur le papier ça ressemble à rien. On dit voilà on va vous faire une sorte de playlist automatique avec des trucs qui pourraient vous plaire et on va vous la faire toutes les semaines. Et ben en fait voilà tous les lundis matin, lundi c'est jamais un jour très sympa, ils mettent en ligne une playlist avec des choses qui depuis le début, c'est-à-dire depuis 3 semaines, me plaisent de manière absolument systématique, à tel point que je me dis mais comment ils ont trouvé un truc pareil. Alors le problème c'est qu'évidemment ça tourne autour toujours des mêmes goûts et des mêmes trucs. Donc t'as ton Justin Bieber, tout ça quoi. J'ai un compte un peu partagé avec madame, donc c'est plus de la folk pop, tout ça. Mais remarquable, et du coup je me remets à vraiment découvrir des choses et surtout à tous les moments avec mon téléphone, dans la voiture, etc. Mais Cédric, c'était pas la promesse d'Apple Music ?
Oui, c'est Alors, je vous laisserai développer le sujet. Je vous laisserai développer le sujet. On aura l'occasion d'y revenir. On va consacrer une émission au streaming musical dans quelques semaines. Mais c'est mort, Apple Music. Un jour de fait qu'on revienne sur le sujet Apple Music et qu'on redonne sa chance au produit. Ouais, ils vont avoir du mal. Mais pour l'instant, déjà, il faudrait qu'on ait des chiffres, Cédric, que ce soit pour l'Apple Watch ou pour Apple Music, on n'en a pas. Merci. C'est promis, on les aura en même temps que la Watch. Oui, il faut croire. Merci Cédric. Fanny, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors, mon premier coup de cœur, c'est ce livre sur les drones qui a été écrit par le Frédéric Botton, qui est un journaliste que tu as lu, j'imagine. J'ai pas eu le temps de tout lire parce qu'il vient de sortir, mais c'est un vrai passionné, c'est un vrai journaliste high-tech et ça fait 2-3 ans que je le vois avoir cette lancée là-dedans. Il écrit très bien, c'est vraiment pour le grand public et même les semi-pros. Oui. Donc ça s'appelle Les drones de loisirs de Frédéric Botton, c'est de l'édition Erol. Même le prix vous fera rire, comme dirait Cédric. Voilà, je le conseille fortement pour ceux qui s'intéressent ou qui voudraient s'y mettre ou même qui voudraient approfondir. Et la deuxième chose, c'est une petite application qui s'appelle Gym for Less. Alors, vous connaissez ma grande passion pour le sport. J'ai essayé de m'y remettre des tas de fois. J'ai essayé régulièrement de me réinscrire au Club Med. J'y suis allée 3 fois dans l'année pour 800 € les boules. Donc voilà. Et donc là, Gym for Less, c'est une petite application. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Ça permet de trouver des clubs de sport où vous pouvez y aller sur une seule fois, quand vous avez envie, mais surtout, du coup, tu payes 10 € la séance, 12 €. Remarquable. Et ça te géolocalise, donc ça te dit qui t'accepte le jour même, dans quel club et à quel tarif. Et je trouve ça très intelligent. C'est une belle idée. Merci Fanny. Pour revenir sur les drones, on aura l'occasion de revenir sur le phénomène des drones, parce que dans quelques semaines, on va accueillir l'un des papas des drones en France, le fondateur de Parrot. Monsieur Sédou. Monsieur Sédou, on va lui consacrer une petite émission, vous verrez, ça va être sympa. Julien, quel est ton coup de cœur ce soir? Eh bien, moi, c'est entre le coup de cœur et la petite déception. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est l'UE Boom 2, donc produit par Logitech sous la marque Ultimate Ears. C'est aussi une enceinte connectée qui est globalement la même que la première, avec quelques ajustements sur le son, puisque ça fait un peu plus de bruit. Elle est aussi étanche. Par contre, l'autonomie est un peu en baisse d'après nos tests. Donc, en gros, le message, c'est comme l'UE Boom première génération était une excellente enceinte portable. Si vous voyez des promos, profitez-en. Et quand il n'y aura plus d'UE Boom première génération, vous pourrez prendre l'UE Boom 2 qui reste un bon produit. Voilà. Ouais, elle est plus jolie quand même, celle-là, je trouve. Il y a plus de choix de couleurs et au marketing, ils ont travaillé très très fort pour les noms des couleurs. Je vous laisserai découvrir sur Clubic dans le test. Merci Julien. Stéphane, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors, c'est Snaps. Qu'est-ce que c'est? Snaps, c'est un truc qui permet de charger son téléphone. Et bon, vous savez, connaissez ma passion pour charger le téléphone. Je crois que c'est à chaque fois que j'ai un coup de cœur, ça concerne le chargement du téléphone. Ouais. Mais il a beaucoup de téléphones. Combien tu as de téléphones en ce moment, juste pour savoir, Stéphane? C'est pas important. Mais si, allez, 3 ou 4 minimum, c'est ça? Plus. Oui, c'est pas grave. Oui, le problème, c'est d'avoir le bon numéro de téléphone pour le prendre. Voilà, on a eu c'est ça. C'est quelques difficultés à préparer cette émission. Voilà. Donc, pour pouvoir charger son téléphone, il faut toujours tirer et avoir le téléphone dans une main, le fil dans un autre. Et bien là, grâce à un système à la MagSafe, on met le petit bibic dedans dans le téléphone et on peut le retirer comme la MagSafe. C'est-à-dire en gros tout ce que ne fait plus le nouveau MacBook Pro, ce qui est pour moi une chose rigolote. C'est-à-dire en gros, on a juste à le retirer, que c'est aimanté et on peut ainsi charger son téléphone et repartir avec et ne pas avoir besoin de... C'est remarquable, Stéphane Zibi. Belle découverte, bravo. J'aime bien les petites choses comme ça. Voilà. Vous devriez vous inspirer, vous autres. Regardez, il a bien travaillé, c'est original. Merci Stéphane, 9 $. Très bien, en plus, même le prix frère. Oh, ça va, je rigole, Fanny, ne te vexe pas. Oh là là. Il y a un petit adaptateur pour les MacBook Pro. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont copié le MagSafe. Non, pour les MacBooks, tu veux dire? Les MacBooks. Pour les MacBooks, pardon. Le USB-C. Comme quoi, on peut réinventer le MagSafe même sur USB-C. On va tester ça très rapidement, on va commander ça. Il va falloir commander un MacBook pour tester aussi. Oui, on va commander un MacBook, c'est prévu. On va faire un spécial MacBook. 6 mois avec le MacBook, c'est prévu. Grégoire, quel est ton coup de cœur ce soir? Grégory Grégoire. Il n'y arrivera pas. Non, mais tu sais, moi, les prénoms, je suis une catastrophe. Mais je sais pourquoi. Il est tôt, c'est pour ça. Ouais. Pour moi, ça sera l'ordinateur Microsoft, le Surface Book. Très bon choix. Qui va remplacer mon MacBook Air, certainement, si j'arrive à en avoir un jour. Ah non, c'est pas possible. Non, tu peux pas dire ça. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un super produit. C'est le thème de l'émission de la semaine dernière.
Bah oui, mais tu nous as pas attendu. Donc tu étais au Japon. Ils n'avaient pas qu'à aller au Japon, ils seraient participé à l'émission. Vous n'aviez pas qu'à aller au Japon. Voilà, Grégory, explique-moi là, pourquoi tu l'aimes tellement ce truc Microsoft? C'est un bel ordinateur, c'est pas un truc. Tu t'appelles pas Grégory. C'est un bel ordinateur quand même. Fais-moi du mal, parce qu'il est tactile. Bonjour Monsieur Apple. D'une part, qu'il est bien fini, qu'il est puissant. Ouais. Mais il y en a plus, ils sont en rupture de stock. Allez, ok, donc c'est le Touch, non, Surface. Touch. Surface Book. Surface, oh là là. C'était le sujet, Olivier, ou c'était pas toi en fait? Non, c'était pas moi. Non, mais j'ai fait juste 1 heure d'émission la semaine dernière, mais on en pense du bien sûr de ce produit. Il y a juste un petit défaut, il n'y a pas Oasis dessus, mais je suis sûr que Apple va s'y mettre. Autre coup de cœur, celui de Benjamin. Ouais, je regardais l'ordinateur, là, j'ai un peu hésité, je viens d'acheter le nouveau MacBook. Trop tard. J'avais essayé le C'est trop tard. MacBook Pro, puis je l'ai rendu. Mais du coup, le MacBook, j'en suis assez content par le petit adaptateur. Alors moi, mon coup de cœur, il vaut aussi $9, mais c'est pas un adaptateur de prise, c'est un ordinateur qui coûte $9, qui s'appelle Chip. C'est un produit qui a été lancé par une de nos startups et c'est en gros un petit circuit board sur lequel on a une puce à 1 GHz, 8 Go de RAM, 4 Go de mémoire flash. Et donc ça permet de faire de l'internet, ça permet de faire du mail, de voir YouTube. Ça va pas remplacer un MacBook, mais ça permet de créer des tas de produits connectés moins chers et mieux qu'avec des Arduino, des Raspberry Pi, et pour juste $9. Voilà, donc ça s'appelle Chip. Ils en ont vendu pour $2 millions sur Kickstarter, 40 000 backers, et ils commencent à livrer en début d'année prochaine. Il faut qu'on parle, Benjamin. Merci beaucoup. Paul, de ton côté, ton coup de cœur ce soir? J'en ai 3, il me semble, mais il y en a un, c'est un 2 en 1, histoire que tu me tues pas. Oui, parce que là, on est très très en retard. Il y en a un, la régie qui va nous tuer. C'est un coup de gueule, coup de cœur. C'est l'iMac Retina 21 pouces qui est sorti hier. Je suis content qu'il soit sorti. Par contre, ce que tu l'avais annoncé. Par contre, chez Apple, il faut qu'ils arrêtent, quoi, parce qu'on va devenir dépressif. Arrêtez de mettre des disques durs à 5400 tours minute dans des machines à 2000 balles quasiment, quoi. Parce que c'est rédhibitoire. Je veux dire, l'écran est beau, la machine est belle, elle est plutôt bien faite. C'est ridicule tout court. C'est débile. Et quand on se vante d'avoir mené la révolution de l'informatique personnelle tambour battant, c'est juste naze. Sinon, donc l'autre coup de cœur en un dans ce... Il y a quand même un coup de cœur là-dedans. Oui, parce que c'est une super machine. Mais le design n'a pas vraiment évolué. Je veux dire, ça reste le même. Bon, il y a du 4K. Non, mais voilà, enfin, il y a un ordinateur de bureau chez Apple avec un écran Retina dans un format potable. Personnellement, ça me plaît plutôt si Apple corrige ses défauts. La révolution, il faut espérer que Microsoft ne sorte pas eux aussi un Surface Mac. Un Surface. Peut-être que ça va pousser Apple à vraiment enfin renouveler le design de l'iMac. Après 10 ans, je pense qu'il serait temps. Le concept du tout en un, il a presque 10 ans maintenant, du premier iMac avec le pied et la carte mère derrière. Il serait temps de passer à autre chose. Et donc la suite de ce coup de cœur, c'est une page qu'Apple a faite qui est plutôt assez amusante, qui s'appelle iMac Then and Now, où on voit l'iMac de 98 comparé à celui d'aujourd'hui. Vous pouvez aller regarder, c'est assez marrant. On s'aperçoit que l'iMac d'aujourd'hui est 66 000 fois plus de mémoire, qu'il est 366 fois plus puissant. Et puis on revoit le petit iMac Bondi Blue, c'est plutôt assez mignon. Allez la regarder, voilà, c'est plutôt marrant. Et mon dernier coup de cœur, c'est le Band Clip. Qu'est-ce que c'est que le Band Clip? Et ben en fait, c'est des petits adaptateurs que vous allez pouvoir mettre sur votre Apple Watch qui vont vous permettre en fait d'avoir une petite barre comme sur les montres classiques pour mettre n'importe quel bracelet. Voilà. Il est enlevé aussi facilement. Il est enlevé aussi facilement et ça coûte 20 €. C'est peut-être encore un peu cher, mais c'est un peu cher. Ça peut être très utile. On commence à voir arriver un petit écosystème d'accessoires autour de cette montre qui ne se vend pas. L'Apple Watch qui ne se vendrait pas, mais en fait elle doit se vendre, mais pas autant qu'espéré. Tu as parlé de l'iMac et des difficultés, enfin de la relative déception en ce qui me concerne sur le peu d'évolution en termes de design, si ce n'est la machine qui s'affine de génération en génération. Oui, il est possible d'innover en matière de PC de bureau, surtout si vous lui branchez un écran comme celui-là. Regardez, il est en test en ce moment à la rédaction d'ICreate. C'est le dernier écran courbe de Samsung, le S34E790. C'est désolé pour c'est votre bureau, monsieur. Oui, désolé pour ne pas avoir rangé mon bureau. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un écran courbe de 34 pouces. Donc on peut mettre à l'écran près de 3 fenêtres A4 à l'écran. Hein. Ouais, c'est bien un écran Samsung.
Alors, c'est pas du 4K, ça reste une résolution un peu plus classique informatique, mais vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le tester. Non seulement c'est super pour la bureautique, mais pour la vidéo. Lorsque vous passez en 21/9, parce que c'est du 21/9, le vrai format cinémascope, regardez un film en cinémascope là-dessus, vous ne bougez plus votre bureau, vous ne voulez plus quitter le bureau. Et ça m'a causé, croyez-moi, quelques soucis ces derniers temps. Voilà, ça coûte quand même 849 € et on se dit qu'un iMac équipé d'un écran comme celui-là, ça aurait putain de la gueule. Je crois même que ça a inspiré Julien un peu HP récemment. Hein. Comment il se lâche? Comment ça, Olivier? Dis-moi tout. Oui, non, HP a sorti un écran courbe, je crois, récemment. Oui, tout à fait. HP a annoncé un PC. J'avais pas compris, ça a coupé quand tu as dit HP, excuse-moi. Ouais, HP a sorti un PC incurvé qui vient d'être annoncé. Ouais, voilà, donc bon, allez, bougez-vous. Mais il y aurait un iMac 8K dans les tuyaux qui aurait un écran de 32 pouces minimum. D'ici 2018. Je peux annoncer un iMac 16K dans les tuyaux, mais quand est-ce qu'il va arriver? On n'en sait rien, il va forcément arriver, l'iMac 8K, mais quand? Avec un nouveau design. On veut se faire plaisir et on veut un peu de changement en termes de design, voilà. Et des prix normaux. Ouais, et des prix un peu plus normaux, voilà, c'est dit. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 203e, 204e déjà. Épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine Cédric dans cette émission, ou presque, et prochainement dans un épisode de plein écran. C'est samedi ou dimanche, je ne sais plus, Cédric, rappelle-nous. Il est parti, Cédric. Il est parti, donc il n'est plus là. Et voilà, il a parti, ça a coupé, c'est très bien. Fanny, vous la retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et prochainement sur une Fanny's Party, Fanny. Alors oui, une Fanny's Party à Bordeaux le 22 octobre et puis aussi dans les kiosques avec le magazine H+, le numéro 2 sort à la fin de la semaine, un magazine spécial drone entre autres. Oui, écoute, on sera l'occasion d'en reparler avec l'émission spéciale Parode qu'on va consacrer dans quelques semaines. Merci Fanny. Stéphane, il vient quand il veut, hein, dès qu'il a quelque chose à dire, dès qu'il lâche son téléphone, il peut passer dans le poste quand tu veux, hein, tu le sais Stéphane, tu es ici chez toi. Je reviendrai. Bon. Et Julien, vous le retrouvez chaque jour sur Clubic, bien sûr, sur le site, le portail Clubic, partenaire de cette émission. Quelle est la grande tendance de la semaine qui vient autour du portail Clubic? On va avoir plusieurs tests là, sur les nouveaux Chromecast de Google qui arrivent et qui seront en ligne normalement au moment où cette émission sera publiée. Donc vous pourrez vous renseigner sur les nouveautés de ces petits Chromecast. Et quant à Benjamin Joffre, merci donc d'avoir participé à cette émission. Tu reviens également quand tu veux. Et merci d'avoir veillé si t'as... Bonne soirée à tout le monde. Et puis, nous, la nuit est encore jeune. Voilà. Bien. Et Grégory Marquez, vous le retrouvez également sur son propre blog, le JT Geek. Et chaque semaine, il y a également une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Tu reviens également quand tu veux, Grégory? Avec plaisir. Bon, et toi, tu reviens la semaine prochaine? C'est sûr, Paul? Ah oui, attends. La semaine prochaine, j'ai intérêt à être là. Hein. Pourquoi? Il n'y a pas un petit examen, lui? C'est pas moi qui ai un examen la semaine prochaine, Fanny. Il est possible que la semaine prochaine, je sois un peu monopolisé, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Merci à mon réalisateur pour le cadeau. Regardez, c'est mignon à la Mac. Merci. Voilà. Donc visiblement, si vous ne voyez pas ma tête la semaine prochaine, ne vous étonnez pas. C'est que je suis occupé à des choses bien plus importantes. Voilà. Merci de votre fidélité. On se retrouve, j'espère. Et si moi je fais un bébé d'ici la semaine prochaine? Dès la semaine... Non, tu n'y arriveras pas. Et on se retrouve, si vous voulez bien, dès la semaine prochaine. Au revoir.